C'est lors du second débat de ce sens public consacré à un milliardaire qui se pique de politique. Pierre-Édouard Stérin a fait fortune grâce au coffret cadeau. Il veut mettre son argent au profit de l'union des droites, de l'extrême droite. Nom de code Périclès, budget 150 millions d'euros sur une dizaine d'années. Mais un premier caillou dans la chaussure, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections. Il a déjà snobé 3 convocations avant de débattre de ses projets. Son portrait signé Stéphane Duguet. C'est une des très rares apparitions télé de Pierre-Édouard Stérin, ici en 2010 sur Public Sénat. Il était reçu comme un entrepreneur à succès après avoir créé la marque de coffret cadeau Smartbox. Aujourd'hui, Pierre-Édouard Stérin est la 94e fortune française avec 1,4 milliard d'euros. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui a beaucoup d'ambition. Et c'est vrai que c'est un trait assez caractéristique chez lui, parce qu'il considère que tout est toujours possible, que c'est toujours qu'une question de volonté et de travail. Erwan Kor a été numéro 3 de Smartbox pendant plusieurs années. Il a travaillé aux côtés de Pierre-Édouard Stérin et réfute toute accointance de l'homme d'affaires avec des personnalités d'extrême droite. C'est quelqu'un qui est catholique, qui est conservateur, donc par définition, ça le place très à droite de l'échiquier. Maintenant, à dire que c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est pas forcément la conclusion à laquelle je serais arrivé tout seul dans tous les cas. C'est quelqu'un qui a des positions plus libérales que le Rassemblement national qui en soi n'est pas un parti très libéral. Mais si cette question est posée, c'est parce que Pierre-Édouard Stérin a créé un fonds d'investissement qui donne de l'argent à des organisations particulières, comme il l'expliquait lui-même en 2022. Cette structure va reverser chaque année à son actionnaire, qui n'est donc pas Pierre-Édouard Stérin, mais le fonds de dotation, 80 millions. Donc on a 80 millions qui vont remonter chaque année à l'étage du dessus, dans ce fonds de dotation, et ces 80 millions, on va les utiliser pour essayer d'investir sur de donner, de prêter ou d'investir sur des sujets utiles au redressement de la France et à la promotion du Christ. Un projet ouvertement politique et médiatique complémentaire de celui de Vincent Bolloré, selon cet historien des médias. C'est un projet très vaste qui touche aux médias, qui touche au monde politique, qui touche au monde associatif, qui touche au monde universitaire. Et comme il touche toutes les composantes de la société, qui peut par ailleurs être relégué à eux deux, ces deux empires, je pense, sont en situation aussi de conquérir le pouvoir. Même si récemment, Pierre-Édouard Stérin a échoué à acheter des journaux comme Marianne ou La Croix, il investit directement dans la formation de futurs élus à travers son projet Périclès, un projet révélé par nos confrères de l'Humanité et que l'homme d'affaires assume dans une tribune au Figaro. Il faut le prendre au sérieux, explique ce sociologue spécialiste des chefs d'entreprise. La politique ne se fait pas avec l'argent en France, contrairement aux États-Unis où une large partie justement. Mais malgré tout, l'argent n'est pas insignifiant. Et donc là aussi, ces canaux qui se mettent en place, dont on ne connaît pas exactement justement donc les dérivations et les prolongements, peuvent éventuellement changer un certain nombre de choses et se révéler effectivement durables. Prochaine étape de cet investissement en politique de Pierre-Édouard Stérin, une conférence fin juin co-organisée avec le Journal du Dimanche, propriété de Vincent Bolloré. Et c'est l'histoire d'un milliardaire au service de l'extrême droite que l'on vous raconte avec Olivia Leboyer. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes docteur en sciences politiques à Sciences Po et vous publiez Élite et libéralisme. C'est aux éditions du CNRS. Thomas Lemaillot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Grand reporter à l'Humanité. Vous avez notamment travaillé sur les révélations autour du projet de Pierre-Édouard Stérin. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Vous êtes le fondateur, le directeur d'Atlantico et Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Évidemment, toujours à mes côtés. On va commencer par la dimension un peu personnelle, dimension du portrait, des idées. Olivia Leboyer, qui est Pierre-Édouard Stérin? C'est un fervent catholique, un libertarien, on peut dire ça? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça. Lui, il le dit. Alors, s'il le dit, c'est qu'il a une raison de le mettre en avant. Libertarien, alors je ne vais pas... ce serait trop long pour toute l'émission, mais c'est une véritable constellation de courants. C'est vraiment à la marge du libéralisme. Le courant le libertarianisme, c'est finalement dans les racines souterraines du libéralisme. Ça procède évidemment d'un rejet viscéral de l'État, de l'interventionnisme d'État, mais il y a vraiment plusieurs courants libertariens. S'il dit qu'il est libertarien, il se rattache peut-être à ce que Murray Rothbard a fait dans les années 80, c'est-à-dire une espèce d'alliance du libertarianisme de l'époque avec le populisme de droite, et donc avec ce qu'il a appelé
pour former le paléo-libertarianisme. Ou alors anarcho-capitalisme de droite. Donc, bon. Mais est-ce qu'il est réellement libertarien sur le plan philosophique? C'est un peu compliqué, parce que quand on est catholique, d'être déjà libéral, c'est pas évident. Même les catholiques libéraux du 19e siècle avaient des difficultés à concilier idée de liberté et idée de vérité. Un libéral, ça procède vraiment de l'idée d'autonomie, d'individualisme. Catholicisme, c'est corporatisme, hiérarchie, hétéronomie. Donc, est-ce qu'il n'est pas catholique d'abord, comme aurait dit Montalembert à l'époque? On peut se le demander. Oui, effectivement, difficile à résumer en quelques mots les idées de Pierre-Édouard Steyrin. C'est un milliardaire qui choisit les causes qu'il défend, ça on peut le dire. Et c'est d'ailleurs, il l'assume, une des raisons pour lesquelles il a choisi de s'exiler. De ne pas payer ses impôts en France, c'est ça? Oui, effectivement, il est parmi les 100 plus grandes fortunes du pays. Il a fait fortune avec Smartbox, notamment grâce aux dividendes de Smartbox. Il a pu ensuite constituer une forme d'empire industriel et il est devenu business angel, comme on dit, c'est-à-dire il a financé pas mal de start-up et il a fait fortune un peu comme ça. Ensuite, il a décidé de créer un fonds de philanthropie, le fonds du bien commun, à travers lequel il a commencé d'une certaine manière à faire de la politique, puisqu'il a effectivement choisi des causes assez précises. Il n'a pas décidé d'investir dans tout ce qui pourrait faire le bien commun, comme il dit. Il a choisi en particulier des causes contre l'avortement, l'école privée hors contrat, etc. On y reviendra peut-être. Et puis aujourd'hui, depuis un an, disons, on a appris qu'il avait un plan politique pour faire l'union des droites extrêmes en investissant, en promettant d'investir environ 150 millions d'euros sur 10 ans. Et effectivement, en choisissant des causes qui doivent servir ce camp-là en particulier. Et donc, c'est tout à fait patent désormais, tout à fait sur la table depuis notre révélation à l'humanité. Oui, effectivement. Et on détaillera ce plan qui s'appelle Périclès. On vous donnera les détails dans un instant. Jean-Sébastien Ferjou, cet intérêt médiatique autour de Pierre-Édouard Steyrin, qu'est-ce qui vous inspire ? Que les choses changent et qu'il y ait une espèce de panique morale, pour reprendre une expression chère à la sociologie de gauche, qui se joue à gauche, parce que là, on voit pour la première fois, en quelque sorte, des gens qui, en France, assument ouvertement le fait qu'ils aient un projet politique de droite. Un énorme scandale, alors que assumer qu'on a un projet politique de gauche et les financer, ça n'a jamais posé aucun état d'âme à personne. À commencer par Mathieu Pigasse, qui revendique ouvertement le fait de mettre les médias dans lesquels il est actionnaire au service de ses idées, sans d'ailleurs que jamais les journalistes des 10 médias, Le Monde, Le Nouvel Obs ou d'autres, n'aient éprouvé le moindre besoin de dire tiens, c'est quand même étrange, un actionnaire qui semble s'asseoir sur notre liberté éditoriale. Donc ça m'amuse de voir cet intérêt soudain pour Pierre-Édouard Steyrin. C'est un vrai projet, d'ailleurs lui-même l'assume. Effectivement, c'est un projet idéologiquement étrange, parce qu'être libertarien et catholique en même temps, je pense qu'on peut être catholique et libéral, parce que l'idée de liberté, elle est quand même au cœur du catholicisme. Libertarien, c'est quand même complètement autre chose, mais c'est vrai que c'est assez amusant et que les questions qu'on pose sur lui, on les pose quand même beaucoup moins sur d'autres choses. Regardez, rien que pour prendre un exemple récent, Street Press, qu'avons-nous découvert au moment de l'occupation du théâtre de la Gaîté Lyrique? Il y avait un média de gauche radicale, ils se définissent comme ça, qui était hébergé par la mairie de Paris. Ils ont été obligés de partir. Croyez-vous que la mairie de Paris finance des médias de droite? Je peux vous dire qu'en tant que patron d'un média indépendant, non, la mairie de Paris ne finance jamais nos loyers, à la différence de ce qu'elle a pu faire dans le passé avec Rue 89, avec Mediapart, par exemple. Est-ce que c'est 2 poids 2 mesures, Thomas Lemayeux, votre avis dans cet intérêt médiatique? Non, mais c'est vrai que c'est frappant de voir aujourd'hui les noms de Mathieu Pigasse, parfois d'Olivier Legrain, de George Soros aussi, qui sont convoqués pour dire, grosso modo, voilà, Pierre-Édouard Steyrin ne fait au fond rien d'autre que ce que font ces personnalités de gauche. Bon, Soros, on pourrait d'ailleurs discuter. Soros, c'est une personnalité quand même plus éloignée. Parfois, Pierre Berger est cité. Pierre Berger qui est mort quand même il y a une dizaine, je crois 9-10 ans. Donc oui, moi je ça pourrait s'entendre cet argument. C'est parce que c'est l'extrême droite que c'est différent. Parce que déjà en soi une question. Qu'est-ce que l'extrême droite exactement? Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Moi, je pense que la différence fondamentale avec Mathieu Pigasse, par exemple, c'est que le plan Périclès de Pierre-Édouard Steyrin, dans lequel on va rentrer, si j'ai bien compris, on va le détailler, c'est un plan qui ne se limite pas à financer des médias. C'est un plan qui vise en fait à créer des outils pour façonner l'opinion publique, baromètre, utilisation des sondages, utilisation envoi de personnalités sur les plateaux des chaînes d'information en continu, financement direct, de tous les think tanks. financement direct de. Oui, mais enfin il y a quand même. On voit
quand même, parce que sur certaines chaînes de télé, il y a quand même qui finance l'Institut Jean Jaurès, qui finance... Oui. Non, mais... Vous voyez, c'est-à-dire que c'est exactement le même raisonnement dans un cas ou dans l'autre. On n'est pas obligé de partager les projets ni des uns ni des autres, mais c'est exactement le même raisonnement. Et dans un cas, on trouve ça étonnant, voire pour certains choquant, ou d'un seul coup, ils tremblent, comme si d'ailleurs les Français n'étaient pas capables d'avoir leur opinion par eux-mêmes, comme si, parce que le projet d'union des droites, encore faudrait-il que les partis concernés décident qu'ils ont besoin de M. Sterrin pour définir leur stratégie politique. J'ai pas l'impression que ça se passe exactement comme ça. J'ai même l'impression, plutôt d'ailleurs pris dans l'autre sens, que M. Sterrin a dû un peu en rabattre face à des politiques qui l'ont gentiment éconduit. Allez-y un mot, parce qu'après on va vraiment avoir le temps de détailler juste là-dessus. En fait, dans le projet de Pierre-Édouard Sterrin, il n'y a pas que la bataille idéologique, culturelle, il y a une bataille politique et électorale directe, en fait. Alors ça, je vous interromps parce qu'on va vraiment parler. On va parler des municipales, on va parler des... C'est une différence fondamentale. Le financement de la primaire populaire. Le financement de la primaire populaire. Vous aurez le temps, je vous le promets, les uns et les autres. Et évidemment, je vous oublierai pas, parce que là, le débat a l'air de partir directement entre Thomas Mahieu et Jean-Sébastien Ferjou. Mais on va ouvrir un premier chapitre. Ensuite, on détaillera la galaxie Périclès. Et effectivement, on reviendra sur cette question du deux poids, deux mesures que vous souleviez, Jean-Sébastien Ferjou. Mais il y a cette question de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections en France. Pierre-Édouard Sterrin convoqué. Ça fait 3 fois qu'il snobe les députés, ce qui exaspère évidemment le président, le député Renaissance, Thomas Cazenave. On l'écoute. Rien ne justifie que M. Sterrin se place au-dessus des lois de la République. Rien ne justifie que M. Sterrin méprise l'Assemblée nationale et ses représentants, alors même qu'il dit, quasiment en ce moment même sur les plateaux, sur CNews, qu'il porte un projet politique. Et j'ai envie de dire à M. Sterrin, quand on porte un projet politique, on ne refuse pas de venir au cœur même de la vie politique française, au cœur même de l'Assemblée nationale, pour venir échanger, débattre autour d'un projet qui soulève un certain nombre d'interrogations, de questions de la part de la commission d'enquête. Alors, il est assez discret. On a eu du mal à trouver des images. Il n'y a pas tant d'images ou de reportages sur Pierre-Édouard Sterrin. Est-ce que Olivia Le Boyer, il apprécie peut-être cette mise en lumière là ? C'est possible. Alors, apparemment, il n'est pas directement à la source de la révélation, mais s'il a l'intention de toucher l'opinion, notamment médiatiquement, là, surtout de se poser en victime ou en espèce de chevalier qui ne se rend pas, qui conteste le bien fondé d'une commission. Enfin, oui, là, en tout cas, même s'il n'était pas à la source donc, de cette révélation, là, il peut surfer sur la notoriété que ça lui donne, probablement. Est-ce qu'il fait une erreur en snobant les députés, Jean-Sébastien Ferjou ? Moi, je crois que oui, parce que effectivement, les règles de la République sont les mêmes pour tous. Et si on veut prétendre à un rôle politique, on respecte les règles de la République, qu'on soit ou qu'on ne soit pas installé sur le territoire français. Il me semble que son projet politique ne porte pas sur la Belgique, mais bien sur la France. Après, on peut questionner la légitimité de cette commission-là, mais on peut y aller en posant des questions, en répondant d'ailleurs de manière comme Vincent Bolloré avait su le faire face à des gens qui étaient plus des procureurs qu'ils n'étaient des parlementaires en train d'essayer de faire la lumière sur quelque chose. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une commission d'enquête parlementaire sur un projet politique ? Il me semble que dans une démocratie, on a quand même le droit d'avoir des projets politiques sans que le Parlement éprouve le besoin. Parce que, comme je vous le disais, le financement de la primaire populaire, à votre connaissance, y a-t-il eu une commission d'enquête parlementaire ? Pourtant, des constitutionnalistes, si je me souviens bien, Jean-Philippe Desrosiers, entre autres, avaient posé la question de la légitimité du financement et de la fameuse primaire populaire. Vous vous souvenez, à l'époque, il s'agissait d'essayer de faire émerger un candidat unique pour la gauche. La question de qui l'avait financé et de est-ce que ces financements-là devraient compter dans les comptes de campagne des candidats ayant bénéficié était une question qui avait été posée. Vous vous souvenez que l'Assemblée nationale ou le Sénat ait posé des questions à ce sujet ? Vous vouliez intervenir ? Peut-être juste parce que c'est pas seulement un projet politique. Enfin, le fait qu'il y ait une composante religieuse forte et affichée dans le projet pose quand même question. Il y a quand même quelque chose dans une république laïque qui n'est pas très clair, donc dont il va avoir à se justifier. Je crois qu'il a un projet de prosélytisme religieux. Oui. Il a des valeurs qui sont celles, il le revendique. Il parle de conversion, de convertir les gens. Enfin, il y a quand même des choses un peu... Donc vous dites qu'il y a une dimension religieuse qu'on ne doit pas gommer. Mickaël. Je crois que d'abord, effectivement, il a vu l'exemple de l'audition avec Vincent Bolloré. Il se dit, ça va être pareil, donc déjà j'ai compris, je ne vais pas m'y souscrire. Mais surtout, il est dans la période de la création du personnage.
Et effectivement, ce personnage qui est en train d'arriver à la conscience du public comme étant celui qui résiste au système, qui pourfend, qui le provoque, de ce point de vue-là, ça participe, parce qu'on comprend bien, on n'est pas dupe de son côté, moi je suis là pour rien, je n'y suis pour rien, je suis derrière. En réalité, on comprend bien effectivement qu'il a assumé son projet. Il y a un projet de société politique, il y a un projet qui est organisé. Et donc là, il est dans la partie de la construction du personnage, et il vient à la conscience du public comme étant celui qui pourfend le système pour voir, effectivement, et pour scénographier le clivage qu'il veut construire. Et en refusant la convocation, évidemment, ça provoque notre intérêt. On n'aurait pas organisé ce débat, nous, s'il n'y avait pas eu 3 refus de convocation de la commission d'enquête de l'Assemblée. Peut-être une petite question sur votre enquête. Elle paraît en juillet, c'est ça? Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce que vous avez eu un retour de Pierre-Édouard Stérin directement ou de ses proches après la publication de vos révélations? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est... on se remet dans le contexte. On sort, en fait, des législatives anticipées. La situation politique a énormément, et notamment dans la droite, a énormément bougé, avec Ciotti, la scission, etc. L'alliance avec le RN. Au moment, juste avant le deuxième tour, Pierre-Édouard Stérin, dans le JDD, dit tranquillement, puisqu'il commençait à y avoir quelques révélations quand même sur ses activités politiques, dit tranquillement, je n'ai pas d'agenda politique, je ne manœuvre pas, je ne place pas de pion. 15 jours plus tard, on sort Périclès, qui est un document dans lequel, noir sur blanc, il est écrit un plan, en fait, en vue des municipales, en vue de la présidentielle. Ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, avant la publication, nous le contactons en lui demandant en fait des éclairages sur certains points de ce plan. Il réagit en répondant à nos questions, mais en nous menaçant d'abord de nous attaquer pour violation du secret des affaires. Et ça dit aussi des choses de sa conception de la politique. C'est pour lui un business plan, en fait, Périclès, à ce moment-là, et ça l'est dans le langage, en fait, qui est utilisé, dans ce vocabulaire, tout ça, dans les méthodes de travail qui sont mises en place. Et donc, il nous menace de nous attaquer pour violation du secret des affaires. Il ne le fera pas. Il ne nous poursuivra pas non plus pour quoi que ce soit d'autre, diffamation, je ne sais pas. Enfin, et il n'y aura même pas de droit de réponse, comme il est coutumier du fait jusque-là. Donc, en fait, bon, voilà, on a été menacé, disons. Il a essayé de désamorcer les choses, notamment en faisant une tribune la veille dans le Figaro, en officialisant le fait qu'il avait un plan, sans donner les détails que nous avons donnés dans la foulée, quoi. Mais, Alors, justement, ce nom-là, Périclès, on l'a cité plusieurs fois, il faut qu'on rentre dans le détail et c'est grâce à Steve Jourdain qu'on va pouvoir le faire. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. Donc cette galaxie Stérin qui tente de peser dans le débat public, racontez-nous. Avec pour navire amiral, effectivement, Périclès, son directeur Arnaud Rérol a témoigné au début du mois devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale consacrée à l'organisation des élections. Il décrivait Périclès de la façon suivante. Écoutez. Concrètement, nous sommes une pépinière de projets métapolitiques que nous créons en accueillant des entrepreneurs chez nous, en leur donnant les moyens de monter une initiative citoyenne, ou alors des initiatives citoyennes déjà existantes que nous accompagnons et que nous aidons à passer à l'échelle. Selon Arnaud Rérol, depuis le lancement de Périclès, plus de 600 dossiers ont été étudiés. Sur la seule année 2024, au moins 8 millions d'euros ont été débloqués pour soutenir des projets. Thomas. Et alors, quels sont précisément ces projets? Alors, on va voir une partie de la galaxie Stérin. Il s'agit des projets les plus soutenus par Périclès l'année dernière. Tout d'abord, Politicae, c'est une structure qui vient en aide à ceux qui souhaitent devenir maire. Elle organise notamment des séminaires de formation avec en ligne de mire les municipales de l'année prochaine. Regardez comment se présentent ses fondateurs, les maires Antoine Valentin et Raphaël Cognier. Des aveux, perte de confiance, les griefs sont nombreux envers notre système démocratique et l'abstention bat son plein. Nous avons créé politicae.fr pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre engagement, pour vous mettre entre les mains toutes les clés de réussite possibles. Objectif, selon le plan dévoilé par nos confrères de l'Humanité, faire gagner au Rassemblement national plus de 1000 mairies en 2026. Et puis dans cette galaxie, il y a aussi l'Institut de formation politique. IFP, il s'agit encore de former les cadres de la société de demain. C'est une école dont la particularité est de dispenser des enseignements sous un prisme de droite. On va voir la présentation qu'en fait son directeur. Après la génération des déconstructeurs porteurs d'interventionnisme, de relativisme moral
et de multiculturalisme. Voici venu le temps d'une relève attachée à la France, au service des libertés et de la dignité de la personne humaine. Notre pays a besoin d'une jeunesse engagée pour participer à son redressement. À noter, Thomas, l'IFP ne se limite pas à la formation de responsables politiques. Il accueille aussi en son sein des journalistes et des entrepreneurs. Et puis il y a aussi 3 autres organisations qui sont chargées de nourrir le débat public en chiffres et en idées. Elles ont reçu un soutien financier important de Périclès l'année dernière. L'Observatoire Hexagone, tout d'abord, c'est celui-ci. Il produit des études statistiques tous les mois sur l'état du pays, les dépenses publiques, la santé et l'éducation. Il envoie ses experts sur les plateaux télé pour ensuite les commenter. Autre structure, l'Institut des Français de l'étranger, IFE. C'est un groupe de réflexion chargé de faire du benchmark, c'est-à-dire des études comparatives internationales en matière de politique publique. Son logo est en bas à droite. L'objectif affiché est de faire en sorte que la France s'inspire de ce qui marche dans les autres pays. Et puis enfin, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie se définit lui-même comme un think tank. Il publie des notes sur son site internet sur le sujet migratoire. Pour ses détracteurs, il s'agit en fait d'un laboratoire du RN en matière d'immigration. Il viserait à rendre respectable le discours de l'extrême droite sur le sujet, selon ses critiques, Thomas. Merci beaucoup, Steve Jourdain. Alors évidemment, quand on s'est lancé dans ce débat, Olivier Le Boyer, on s'est posé la question de Vincent Bolloré. Quelle différence vous faites entre la démarche d'un Pierre-Édouard Stérin et celle d'un Vincent Bolloré? Je ne connais pas leurs pensées intimes, je ne suis pas dans leur cerveau respectif, et en tous les cas... Là, ce projet d'infuser très largement au sein de la société par des écoles, des instituts de formation, ça montre effectivement une volonté d'idéologiser le Rassemblement national en mettant l'accent sur l'aspect culturel et sur la lutte contre le wokisme qui devient finalement un peu l'argument principal. Donc on est un peu dans une guerre culturelle sur le modèle de ce qui se passe aux États-Unis, avec une espèce de volonté de reprendre la jeunesse qui serait séduite par la France insoumise, et donc de casser la société en deux sur ce plan-là. Je vois quelque chose d'un peu comme ça. Après, sur la manière de financer la vie politique ou de financer les médias ou d'avoir la main mise sur certains médias, certes, il y a une manière de vouloir influencer, enfin, en tout cas, se diffuser dans l'opinion, enfin, avoir des relais dans l'opinion, oui, comme ça peut l'être effectivement dans d'autres camps politiques également. Mais là, c'est vrai que ce qui est étrange, c'est qu'en plus, sur le plan économique, les uns ou les autres n'ont pas forcément un intérêt à être alliés du Rassemblement national, dont les programmes économiques n'est pas manifestement de leur aussi libéral qu'il le souhaiterait, oui, voilà. en quelque sorte. Mais donc on a vraiment l'impression là d'un populisme, oui, vraiment d'un populisme de droite où on va finalement se servir du parti qui marche le plus en ce moment, qui séduit le plus. Il y a un livre de Michel Feher récent, Producteur et parasite, qui revient bien sur toutes les composantes de la séduction du Rassemblement national, qui promet finalement ce que les gens veulent entendre, ce que la démocratie d'opinion veut entendre. Et donc, puisque ce sont des personnes, il a inventé la Smartbox, qui est une sorte de boîte vide, donc un programme vide, ça doit être peut-être un peu également... Il y a quand même une différence majeure, Thomas Lemayeux, c'est l'absence pour l'instant de grands titres un peu emblématiques de la presse française. Dans l'escarcelle de Pierre-Édouard Stérin, il a essayé, il n'a pas réussi. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, Pierre-Édouard Stérin, on sait qu'il a essayé d'acquérir Marianne. Il a échoué devant notamment la forme de rébellion de l'équipe de rédaction. Il a été candidat quand même à des tas de titres, du rachat de titres, mais aussi dans l'édition. Il a été même candidat au rachat d'Editis, enfin un énorme groupe qui était quand même lié à Bolloré. Il a, disons, lancé des perches pour essayer de rentrer dans ce monde-là. Après, en vérité, est-ce qu'il a vraiment besoin en fait d'avoir un titre, dans la mesure où précisément Vincent Bolloré peut lui offrir, mais ça va bien au-delà d'ailleurs du groupe Bolloré en fait, disons, peut offrir des candidats pour tenir le crachoir, je dirais comme ça, pardon, ou des dossiers clés en main sur des sujets, sur le wokisme à l'université, ce genre de choses.
bon, voilà, tout un tas de choses qu'il finance servent à produire des rapports, des documents, des présentations statistiques. On a cité l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est effectivement un des 5 plus gros projets financés par Périclès. Je veux dire, les études qui sont faites par cet organisme, pour le dire gentiment, une des dernières consiste à, par exemple, dire que 580 millions d'étrangers dans le monde, étrangers, seraient éligibles au droit d'asile en France. Qu'est-ce que c'est, sinon vouloir installer une panique morale, pour le coup? C'est-à-dire penser que, à ce rythme-là, on peut imaginer qu'il y a 6 à 7 milliards de personnes dans le monde qui pourraient vouloir venir en France dès demain et s'installer, etc. Je veux dire, on est sur des... C'est juste purement factuel. Ce sont les critères du droit d'asile en France. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'il y a aujourd'hui même des recours dans la Cour européenne des droits de l'homme engagés par 9 États européens à peu près dans la même logique, comme le Danemark et l'Italie, donc aussi bien des gouvernements de gauche que d'extrême droite. Oui, mais bref... Ça n'a aucun sens. Vous considérez que ça n'a aucun sens, c'est une considération juridique, c'est tout. Si on regarde factuellement quelle est la définition des critères de ce qui permet d'obtenir le droit d'asile en France, il y a donc, je ne vais pas aller vérifier les chiffres, mais X centaines de millions de personnes qui sont capables d'y prétendre. C'est une manière de montrer l'absurdité. Mais c'est aussi peut-être une manière d'agiter les peurs. Peut-être. D'agiter. Mais ça, c'est votre opinion, Thomas. C'est une question. Moi, je pense qu'on peut le voir dans l'autre sens en disant que c'est une manière de souligner l'absurdité qui consiste à ne pas voir que le droit d'asile a été détourné de son objectif premier. Et ça reste un principe évidemment fondamental de la République, mais que c'est devenu une filière d'immigration à part entière et qu'il est détourné. C'est pour ça que je veux parler de cette procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est quand même une analyse qui est partagée, y compris par des États européens dont les gouvernements sont de gauche. Donc je ne crois pas qu'on puisse s'arrêter à ça pour qualifier le projet. Encore une fois, des think tanks qui sont financés par... Il y en a qui sont financés par la droite, il y en a d'autres qui sont financés par la gauche. Je pense que, regardons l'éléphant au milieu de la pièce, le financement de l'audiovisuel public, il me semble quand même qu'il y a beaucoup de Français qui se sentent assez peu représentés, pour dire le moins, par l'audiovisuel public, ou en tout cas peut-être un peu plus Radio France, pour ne pas dire qu'ils se sentent insultés sur l'argent qu'ils payent, eux, par leurs propres impôts. C'est aussi une question. Autre question que moi j'aimerais voir abordée dans une commission d'enquête parlementaire, puisqu'on parlait de Pierre-Édouard Stérin, il y a un de ses anciens salariés qui avait été recruté par Vincent Montaigne, vous savez, à la tête pour devenir directeur de la stratégie du groupe Médias et Participation, où il y a à la fois un éditeur, La Croix, un éditeur, etc. Groupe par ailleurs religieux, c'est quand même fantastique. Au motif que cet homme-là, Bayard, au motif que cet homme-là était lui-même catholique, il a dû renoncer à ce poste-là. Donc, est-ce que nous vivons dans une démocratie quand quelqu'un qui est recruté dans un groupe religieux, on lui reproche ses convictions religieuses? Parce que je pense que si on avait fait ça pour quelqu'un de musulman, ça aurait provoqué un énorme scandale. Donc là encore, il y a un deux poids, deux mesures permanent. Et c'est là où on voit que les peurs, précisément ceux qui emploient l'argument d'agiter les peurs, en général, ce sont eux. Un mot de réponse, Thomas Lemayeux, et ensuite on parle d'une inspiration peut-être surprenante de Pierre-Édouard Stérin. Je vous donne la parole. Présentation de ce qui s'est passé effectivement au groupe Bayard l'automne dernier, c'est effectivement, on a voulu recruter l'ancien bras droit, le groupe a voulu recruter l'ancien bras droit de Pierre-Édouard Stérin, qui venait de quitter le Fonds du bien commun, et les équipes du groupe se sont émues en fait de cette arrivée. Mais du coup, on ne peut pas présenter cet épisode comme étant la manifestation d'une marque anti-religieuse, anti-catholique au sein du groupe Bayard. En revanche, dans le catholicisme, bien sûr qu'il y a des tendances différentes, bien sûr qu'il y a des catholiques qui sont très inquiets des tendances extrêmement conservatrices et réactionnaires de Pierre-Édouard Stérin, de Vincent Bolloré. Ça existe. Et donc, ça se passe à l'intérieur du catholicisme, contrairement à ce que vous laissez entendre. On a entendu vos arguments à l'un et à l'autre. Merci Jean-Sébastien. On va, avec vous, Michael, se pencher sur le fondement de la méthode Stérin. De qui s'inspire-t-il? Et là, on peut être surpris. Eh oui, parce que figurez-vous que Pierre-Édouard Stérin est en effet adepte d'un communiste. Et pas n'importe lequel, d'ailleurs. Il s'agit d'Antonio Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien au début du XXe siècle, qui a fini par être emprisonné par le pouvoir mussolinien. Alors bien évidemment, on ne va pas s'attendre à voir déambuler Monsieur Stérin dans les allées de la prochaine fête de l'UMA. Ça nous étonnerait. Mais en réalité, Pierre-Édouard Stérin, il applique le grand principe de Gramsci pour arriver au pouvoir, c'est-à-dire l'hégémonie culturelle prépare la majorité dans les urnes. Selon Gramsci, une classe ne peut dominer effectivement en se contentant uniquement donc
promouvoir ses propres intérêts politiques, il faut aussi exercer un leadership intellectuel et moral. Il y a d'ailleurs un historique, un référent historique auquel on peut se pencher pour pouvoir identifier une forme de séquence gramscienne. Eh bien, c'est la victoire de la gauche en 1981 qui est considérée comme étant possible parce qu'il y a eu la révolution de mai 68 qui a permis d'installer des codes, de changer, de faire des ruptures, de créer de nouveaux comportements et qui, 13 ans plus tard, ont permis effectivement une victoire dans les urnes. Ce concept a été repris, il faut le savoir, dans les années 90 par Bruno Maigret, alors numéro 2 du Front National, qui expliquait sans embâche aux journalistes qu'il fallait faire du Gramsci. Quelques années plus tard, c'est Marion Maréchal qui a suivi également son petit Gramsci illustré. D'ailleurs, elle est également inspiratrice de l'Institut de formation politique qu'on a évoqué, et elle expliquait aux jeunes militants, elle explique encore aux jeunes militants d'extrême droite, soyez enseignants, soyez juristes, soyez journalistes, pour pouvoir justement infuser la société. Donc asseoir l'hégémonie culturelle, ça passe par créer une confrontation dans les médias, et c'est à quoi on va assister là dans la perspective de la présidentielle? Alors on va assister certainement à cette évolution qu'on a repérée dans les médias au cours du premier mandat de Donald Trump aux États-Unis en 2016, où on a vu 2 chaînes de télévision s'affronter idéologiquement, assumer leur affrontement. CNN était donc anti-Trump face à Fox News, la chaîne conservatrice de Trump. Donc de Fox News à CNews, il n'y a qu'un océan à franchir. Ça a été fait depuis 2017, effectivement, l'année d'ailleurs où Emmanuel Macron arrive au pouvoir. CNews s'est créé sur les décombres de la chaîne iTélé. Depuis, le paysage médiatique a bien changé. La Sphère Bolloré possède une chaîne d'infos, une radio, 2 hebdos de presse écrite. Ces médias, ils sont en campagne pour l'union des droites et ils font la promotion également des idées conservatrices. Mais alors, on voit bien que les no-Gramsci de droite se montrent confiants. Mais attention, certains parmi eux doivent savoir qu'en démocratie, les citoyens aiment bien changer les plans parce que c'est eux qui ont l'arme absolue dans l'isoloir, et qu'il y a un autre actif, un principe très actif en politique, c'est que tous les programmes sont faits pour être bouleversés. Merci, effectivement. Est-ce qu'on surestime, Jean-Sébastien Ferjou, l'influence réelle de Pierre-Emmanuel Stérin sur, vous évoquiez les électeurs, mais peut-être aussi les appareils politiques. Est-ce que le RN a vraiment envie de s'afficher à côté de ce milliardaire? C'est une réponse compliquée, mais on sait que Pierre-Édouard Stérin a rencontré un certain nombre de responsables politiques en leur faisant passer quasiment des espèces de grands euros pour apprécier les compétences des uns et des autres, en se demandant sur quel cheval miser. De ce que j'en sais, pour en avoir entendu parler par un certain nombre des uns ou des autres, ils ne l'ont pas particulièrement bien vécu. Donc je ne sais pas s'il est très diplomate. Je pense que Pierre-Édouard Stérin est très efficace dans le monde des affaires. Je ne sais pas s'il a justement l'habileté politique qui serait nécessaire à un tel projet. Après, évidemment que la guerre des idées, ça compte, mais vous avez cité Marion Maréchal, mais on pourrait citer évidemment Patrick Buisson qui avait exactement le même projet. Mais pas seulement ça, regardez Barry Goldwater. De droite ou d'extrême droite qui ont passé le grand oral Stérin. Comment? Ce sont plutôt des personnalités politiques de droite et d'extrême droite qui ont passé le grand oral. Je ne pense pas qu'il ait pour projet de faire élire Marine Tondelier à la présidence de la République, effectivement. Maintenant, on voit bien que le bras droit aussi de Pierre-Édouard Stérin, François Durvy, est l'un des conseillers économiques du Rassemblement national. Je pense que ça va être très compliqué de faire vivre ça au sein du Rassemblement national, parce que vous ne pouvez pas avoir Jean-Philippe Tanguy qui est extrêmement étatiste, pour dire le moins, et François Durvy qui, lui, est plutôt très, très libéral, et c'est un peu la contradiction que vous constatiez tout à l'heure. Et donc ce projet-là, il n'est pas forcément si cohérent que ça. Maintenant, moi, je vais vous dire ce qui se passe, je pense, dans la tête des Bolloré et des Pierre-Édouard Stérin. Il y a des gens qui, pas seulement en France, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose qui n'en peuvent plus de voir la gauche systématiquement arriver au pouvoir à cause de l'intimidation morale qui fait que les droites n'arrivent pas à être unies. On n'est pas obligé de partager leur point de vue, on n'est pas obligé de... Mais ils considèrent effectivement que les partis populistes d'aujourd'hui ne sont pas les partis fascistes d'hier, que le RN d'aujourd'hui, ça n'est plus, des droites est possible. Et que donc une union des droites devrait être possible s'il n'y avait pas cette intimidation morale de la gauche. Vous vouliez prendre la parole, Olivier Le Boyer. Peut-être juste, oui, parce qu'il est un peu désarçonnant, ce Pierre-Édouard Stérin, parce qu'il a l'air quand même un peu sincère dans ses convictions, et s'il est libertarien, s'il a vraiment un peu cette fibre, le libertarianisme, ça se définit quand même comme une sorte d'utopie libérale. Donc il y a effectivement quelque chose qui dépasse un peu même le cadre de la droite, qui est quelque chose qui est un peu hors de la réalité. Donc on dirait que c'est un peu quelqu'un mal à l'aise avec la société ou avec le pays tel qu'il le voit ou avec la vision de l'homme même. Donc c'est pour ça que cette espèce de question, qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'il veut créer un homme nouveau, comme le dit la citation biblique donc on est un peu dans quelque chose d'un peu irréaliste peut-être.
qui va peut-être... Peut-être Vincent Bolloré n'a pas, lui, peut-être davantage, des considérations plus pragmatiques. Oui, avant la présidentielle, il y a les élections municipales. Le rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée sur l'organisation des élections, il voudrait bien entendre Pierre-Antoine Sterin sur ces projets. On écoute Antoine Léaumont. Dès lors qu'un milliardaire peut utiliser son argent de manière qui sortirait des cadres légalement prévus, eh bien, il y a une question qui est posée, notamment pour vérifier que nous sommes bien dans le cadre légal. Et puis pour éventuellement, puisque c'est le rôle d'une commission d'enquête, proposer de nouvelles réglementations qui permettraient justement d'assurer cette égalité entre les candidats. On l'a un tout petit peu évoqué. Thomas Lemayeux, quelle est la stratégie de Pierre-Édouard Sterin justement pour les élections municipales ? Qu'est-ce que vous en savez de cette stratégie ? La stratégie dans le document qu'on a révélé, effectivement, les élections municipales occupent une place importante. En fait. Il y a d'un côté une école de formation des futurs maires, qui est en fait Politicae, qu'on a évoqué tout à l'heure, et il y a toute une volonté, il y a un accord au moment où ce plan est rédigé, c'est-à-dire en septembre 2023, un accord vient d'être noué, c'est écrit dans le plan, avec le RN, pour gagner absolument 300 villes au municipal de 2026. Cet accord est noué. Arnaud Rérol a dit en commission d'enquête que ça n'avait pas, il n'y avait pas eu de suite, ça n'avait pas marché en quelque sorte, mais disons qu'au moment du document, c'était fait. Et par ailleurs, le but est de gagner 1000 villes au total pour le camp qui serait défendu par Pierre-Édouard Sterin. Parce qu'en fait, il faut voir un truc quand même. La question n'est pas simplement d'avoir un candidat à la présidentielle identifié, donc faire passer des oraux comme il a pu le faire dans les années précédentes, dit-on. La question, c'est de constituer un vaste écosystème avec des candidats aux municipales, des candidats aux législatives, un candidat unique de ce camp rassemblé des droites extrêmes à la présidentielle, une réserve de plus de 1000 hauts fonctionnaires demain qui pourront rentrer dans les cabinets. Tout ça est décrit dans le plan. Et c'est ça qui fait la nature spécifique du plan Périclès par rapport aux initiatives dont on a parlé, qui seraient des initiatives de gens de gauche fortunés. La différence, elle est là. C'est qu'il y a des éléments très précis, et c'est la raison pour laquelle, en fait, il devait être entendu par cette commission d'enquête sur l'organisation des élections. Je rappelle juste que Périclès, ça s'est imposé au fil du temps dans cette commission, parce qu'ils se sont mis à poser des questions. Ils ont découvert Périclès finalement quasiment, moi je le regrette, mais 6 mois après notre publication, ils se sont mis à poser des questions à tous leurs interlocuteurs, et on est fini par tomber sur le président de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la vie politique, qui a dit ce projet n'a rien à voir avec les règles américaines. Son inspiration, manifestement, d'après ce que je lis dans la presse, est l'inspiration américaine, avec les super PAC, l'argent déversé sur les candidats. La question donc c'est là donc pouvoir de l'argent dans une campagne électorale. Voilà. Et donc et du respect des règles françaises. Allez-y, concluez. Ensuite, les municipales, dans ce cadre-là, sont... Alors, la prochaine étape, sauf dissolution, nouvelle dissolution d'ici là, mais les municipales sont une étape clé dans laquelle il faut réussir à avoir des candidats qui sont sur des valeurs communes et qui, par ailleurs, partagent l'idée qu'il faut s'unir dans ces droites extrêmes. Michael Darmon. Alors, je ne sais pas s'il y a panique, ou en tout cas désarroi, en tout cas d'une partie du système politique, mais ce à quoi on assiste, en fait, c'est une nouvelle époque dans le financement de la vie politique. On se souvient qu'après les dérives des fonds secrets, des valises de billets, de tout le folklore qui accompagnait jusqu'au dans les années 90 la manière de pouvoir financer un meeting, de pouvoir faire vivre un personnage, de pouvoir lancer ou financer une personnalité. Là, on voit qu'il y a un projet, effectivement, et c'est pourquoi je pense qu'effectivement, du côté du Parlement, on s'est posé la question en disant mais comment va-t-on essayer de faire entrer dans un cadre un mode de financement qui, quelque part, n'a pas l'apparence de l'illégalité et qui vient financer un débat public, mais qui va certainement avoir un projet, un retentissement important. C'est une vraie question, Jean-Sébastien Ferjou. Financer une école des maires pour faire élire très majoritairement des maires d'une famille politique, est-ce qu'on rentre dans le cadre du financement des partis politiques et des règles électorales françaises ? Un peu border, quoi. Je vais vous en poser une autre. Avoir des écoles de journalisme qui forment très très largement des journalistes
partageant tous les mêmes opinions, parce que c'est pas moi qui le dis, il y a des sondages qui ont été faits. Souvenez-vous, Marianne l'avait fait pour je ne sais plus quelle présidentielle. Les sondages ont été faits à Sciences Po aussi. Quand vous avez des écoles qui globalement forment les élites françaises et dont les gens qui en sortent, alors sont peut-être facialement issus de la diversité. J'ai pas eu l'impression dans l'école de journalisme où j'étais d'être confronté à un projet politique. Pardonnez-moi Thomas, c'était il y a quelques années. Ça c'est sûr, me semble-t-il. C'était malheureusement il y a quelques décennies même. Mais il me semble qu'à Sciences Po, le sondage qui a été fait récemment, c'était c'est les 3/4 des étudiants qui votaient insoumis, ce qui paraît pas forcément très représentatif de la population française au sens large. Je vous parlais du service public de l'audiovisuel tout à l'heure. C'est le cas aussi. On pourrait parler du CNRS, on pourrait parler de l'école des hautes études en sciences sociales. C'est-à-dire vous dites que c'est un rééquilibrage, quoi. Ben, je vous dis que ça pose de vraies questions. Je suis d'accord avec ce que disait Michaël Darmon. C'est un nouveau mode de financement de la vie politique. Maintenant, est-ce que, si on veut être global, cohérent dans cette approche du Parlement, est-ce que le mode de financement, justement, de tous ces modes de formation des élites, il est juste en France ? Un mot de conclusion, Olivier Le Boyer. Enseignant à Sciences Po, juste une petite nuance, c'est vrai que l'image qui en est donnée dans les médias est quand même fortement biaisée. Mes étudiants, en tout cas, ou alors j'ai vraiment l'exception, on me donne à chaque fois un échantillon exprès pour moi, mais ils sont plutôt très ouverts, au contraire, à toutes les cultures politiques. Et s'ils choisissent ensuite tel ou tel camp, ils sont jeunes et bon, souvent les jeunes vont d'un extrême à un autre plus spontanément, mais en tout cas, ils sont quand même relativement aguerris et ouverts au débat entre eux. Alors, il y a certes eu des dérives, des dérapages l'année dernière, mais qui n'étaient vraiment pas aussi importants que ce qui a été montré. Toute petite minorité, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'il y a quand même des livres, un qui vient encore d'être publié sur Sciences Po, qui montre que non, ça n'était pas uniquement ça. Je veux bien croire que tous les étudiants de Sciences Po ne sont pas des radicaux du Hamas. Je vous l'accorde sans difficulté. En revanche, qu'il y ait une espèce de moule idéologique, ça, oui, bien sûr, y compris des anciennements de Sciences Po. On a enseignants de Sciences Po le disent. Vos arguments aux uns et aux autres. Merci beaucoup, Thomas Lemayeux. On vous lit évidemment dans l'Humanité. Olivier Le Boyer, votre livre Élite et libéralisme est aux éditions du CNRS. Jean-Sébastien Ferjou, je renvoie au site Atlantico. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h pour un nouveau Sens Public. Vous pouvez nous retrouver, réécouter nos émissions, nos débats sur la plateforme publicsena.fr, nous réécouter en podcast. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, ce sera François Patria, le président du groupe Renaissance au Sénat, face à Oriane Monsigny à 8h du matin. Belle soirée.